Merci Charline. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, d'accueillir ici à Strasbourg aujourd'hui ces 19e journées de l'AIH. Alors, en venant ce matin, ça m'a replongé un petit peu 14 ans en arrière, quand on organisait aussi des précédentes journées de l'AIH ici à Strasbourg. Donc voilà, ravi de voir que cette association, pendant toutes ces années, a continué à se développer, à se structurer. Et puis je crois que vous avez vraiment maintenant réussi à avoir un très très bel outil pour les internes d'Hémato. Donc en tout cas, bravo pour tous les bureaux et tous les présidents qui se sont succédés au fil de ces années et qui ont vraiment su développer une très belle association. Merci à Charline, parce que je sais qu'elle s'est beaucoup investie pour vous accueillir ici et organiser ces journées. Je sais que c'est beaucoup de travail. Donc bravo, félicitations pour tout ce que tu as fait. Remercier aussi, comme tu l'as dit, tous les partenaires industriels, sans qui organiser tout ça ne serait pas possible. Merci pour leur soutien aussi régulier et constant dans la vie de cette association. Et donc vous allez avoir un programme plutôt chargé, varié, avec une matinée là dédiée aux hémopathies lymphoïdes. On va commencer avec le lymphome de Hodgkin, mais il y aura du Richter, du lymphome du manteau. Cet après-midi sera plutôt dédié à la greffe, avec de la GVH, un historique sur la greffe de moelle osseuse, et la journée de demain, un petit peu plus variée, plus différente, de l'hématologie bénigne, avec principalement la drépanocytose. Donc un programme varié et j'en suis sûr qui sera passionnant. Donc voilà, j'espère que vous aurez un petit peu l'occasion de profiter de Strasbourg. Alors c'est sûr qu'ici on n'est pas en plein centre-ville, mais j'espère que vous pourrez dans la soirée un petit peu profiter de cette belle ville. Donc voilà, bienvenue à Strasbourg, merci d'avoir fait le déplacement et j'espère que je ne peux que vous souhaiter de passer de belles journées de l'AIH. Donc on va attaquer dans le vif du sujet, avec donc le thème que m'avait proposé Charline, à savoir parler du lymphome de Hodgkin. Alors, stratégie actuelle et perspective, le sujet est vaste. Alors au risque de vous décevoir, on ne pourra pas en une demi-heure balayer toutes les stratégies actuelles et faire le tour de toutes les perspectives dans le lymphome de Hodgkin. Mais, pour m'en excuser, je ne sais pas si vous avez déjà eu le programme des futurs cours nationaux de DES, mais il devrait y avoir au mois de mai un cours de DES qui sera dédié au lymphome de Hodgkin. Donc en fait, ce topo de ce matin est un petit peu un teaser de cette journée du mois de mai l'année prochaine. Et donc on aura le plaisir de se retrouver au mois de mai, théoriquement, je pense que ça devrait être bientôt confirmé, pour une journée entière dédiée au lymphome de Hodgkin, où là, on aura l'occasion de revenir sur tous ces aspects. Néanmoins, on va quand même déjà pouvoir parler d'un certain nombre de choses. Alors, en guise d'introduction, juste pour rappeler que le lymphome de Hodgkin, c'est à peu près 2100 nouveaux cas par an en France, avec cette courbe d'incidence biphasique que vous connaissez, ce premier pic d'incidence chez les adultes jeunes, entre 20 et 30 ans, et puis ce deuxième pic qui survient plus tardivement, aux alentours de 70-80 ans. Je ne vous apprends rien avec la cellule de Rett-Sternberg et l'importance du micro-environnement tumoral, l'expression phénotypique de ces deux marqueurs que sont le CD30 et le CD15, et les 4 sous-types histologiques avec le prédominant qui est la forme sclérosante nodulaire, mais également la forme à cellularité mixte qui se rencontre un peu plus chez le sujet âgé, plus volontiers lié à l'EBV, les formes riches en lymphocytes et les formes avec déplétion lymphoïde qui sont un peu plus rares. Et petit rappel aussi, j'aime bien le redire à chaque fois, mais quand on vous parle de lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, il s'agit du lymphome de Popema, et c'est donc un lymphome CD20+, indolent, de bas grade, qu'en France, habituellement, on n'inclut pas dans les essais cliniques du lymphome de Hodgkin et qu'on traite plus comme une hémopathie CD20+, de bas grade. Attention, parce que quand vous lirez des papiers, notamment du groupe allemand, sachant que le groupe allemand est un groupe extrêmement actif dans le lymphome de Hodgkin,
eux, les lymphomes de Popema, sont inclus dans les protocoles de lymphome de Hodgkin. Donc voilà, gardez en tête, lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, c'est le lymphome de Popema. Quand on parle des stratégies actuelles et puis des perspectives, en fait, quels sont les enjeux à l'heure actuelle dans le lymphome de Hodgkin? C'est finalement une maladie pour laquelle on a des taux de guérison qui sont extrêmement élevés, où on atteint, où on dépasse dans certains cas les 90% de survie à long terme. Mais néanmoins, dire ça, ça veut quand même dire que 10 à 15% des lymphomes de Hodgkin vont rechuter ou être réfractaires et nécessiter des stratégies de rattrapage. Donc les enjeux, ils sont quand même assez multiples. Il y a d'une part, vu les taux de guérison extrêmement élevés, vu le fait qu'on a affaire à des sujets jeunes, il y a toute la problématique des toxicités à long terme, que vous savez être importante, avec notamment les cancers secondaires, et en particulier cancer du sein chez les jeunes femmes, préserver la qualité de vie pour ces jeunes patients, améliorer les stratégies de rattrapage pour cette proportion des patients qui va avoir besoin à un moment donné d'un traitement de rattrapage. Et tout ça s'améliore constamment grâce à la TEP, qui a pris, vous le savez, une importance particulière dans la prise en charge du lymphome de Hodgkin. Gros enjeu sur la prise en charge des sujets âgés. Alors aujourd'hui, pour tenir dans le timing, on ne parlera pas trop des sujets âgés, mais tout ça sera abordé dans la journée au mois de mai. Mais réel défi que de prendre en charge les lymphomes de Hodgkin chez les personnes âgées. Et puis aussi, comment aujourd'hui toujours mieux identifier les sous-groupes de patients qui vont avoir besoin de stratégies plus intensives et comment placer à l'heure actuelle les nouveaux facteurs pronostiques. J'en ai mis deux ici, qui me semblent vraiment importants, c'est le volume métabolique tumoral qu'il va falloir arriver à implémenter dans les différentes stratégies, mais aussi la place de l'ADN circulant tumoral. Ces nouveaux facteurs vont devoir, d'une part, être standardisés pour pouvoir être appliqués en routine, mais aussi être intégrés dans les futures stratégies thérapeutiques. On va commencer par parler des formes localisées, et la majorité évidemment des formes localisées concernent les stades 1-2 sus-diaphragmatiques. On ne va pas aborder là la problématique des formes localisées sous-diaphragmatiques. Et pour commencer, petit rappel sur les facteurs pronostiques qu'on utilise. Donc c'est les facteurs pronostiques français du groupe LISA et de l'ERTC. Donc l'âge supérieur ou égal à 50 ans, la vitesse de sédimentation, oui, c'est probablement encore une des dernières indications à utiliser, ce vieil examen qu'est la vitesse de sédimentation, avec ces deux cut-offs, 50 mm quand il n'y a pas de symptômes B ou 30 mm quand il y a des symptômes B. Petite parenthèse, là aussi, la CRP ne remplace pas rigoureusement la vitesse de sédimentation. Donc, dans une forme de lymphome de Hodgkin localisé, il est quand même encore de bon ton d'avoir une vitesse de sédimentation. Le ratio médiastino-thoracique qui définit les formes bulky médiastinales avec ce cut-off à 1/3, 0,33, 0,35, ça peut varier un tout petit peu, et le nombre d'aires ganglionnaires supérieur ou égal à 4. Là aussi, attention, quand vous lirez des publications, des essais cliniques, les facteurs pronostiques utilisés par le groupe allemand ne sont pas rigoureusement les mêmes que ceux du LISA et de l'ERTC, donc bien faire attention. Ils ont des formes favorables, des formes intermédiaires, des formes défavorables, donc bien tenir compte quand on regarde les populations qui ont été incluses dans les essais cliniques, à qui on s'adresse. Donc les formes favorables de lymphome de Hodgkin localisé sus-diaphragmatique sont les formes pour lesquelles il n'y a aucun de ces facteurs de mauvais pronostic. Et dès qu'il y en a un qui est présent, on est sur une forme dite défavorable ou de moins bon pronostic. Petit rappel aussi qui me semble important, c'est la définition des aires ganglionnaires dans le lymphome de Hodgkin. Il faut aussi que ce soit bien clair dans votre esprit. Il y a 5 aires ganglionnaires dans les formes localisées sus-diaphragmatiques de lymphome de Hodgkin. Et ces aires ganglionnaires correspondent en fait un petit peu à des anciens champs de radiothérapie, d'une façon très, très large. Donc vous voyez que avoir une adénopathie cervicale droite et sous-claviculaire droite ne
fait pas deux aires ganglionnaires, c'est la même aire ganglionnaire. Et de la même façon, avoir une adénopathie axillaire droite et une adénopathie rétropectorale droite, c'est la même aire ganglionnaire. L'ensemble du médiastin représente une seule aire ganglionnaire. Donc c'est un élément important à bien connaître. 5 aires ganglionnaires, des aires assez grandes et qui, voilà, historiquement, correspondent un petit peu à ces anciens champs de radiothérapie. Autre rappel aussi, l'intérêt de ces cours, et je pense aussi de rappeler certaines choses, et des fois rappeler des choses évidentes ne fait pas de mal. Comment mesure-t-on le bulk, le bulk sur une forme médiastinale? Eh bien, il y a tout d'abord la mesure du thorax, et le thorax, la largeur du thorax doit être mesurée à hauteur de T5 à peu près. Et pour le repère sur une radio du thorax, c'est à peu près à hauteur de la bifurcation trachéale. Donc la largeur du thorax, vous la mesurez toujours sur la radio du thorax à hauteur de la bifurcation trachéale. Le médiastin, vous prenez la plus grande largeur, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc c'est vraiment, là c'est très dépendant de la localisation tumorale, mais la mesure du thorax se fait toujours à hauteur de la bifurcation trachéale. Et attention, ça se fait sur une radiographie du thorax. Là aussi, il peut y avoir des fois, avec le temps, des petites déviations où on se dit je vais prendre l'image sur le scanner et puis je vais mesurer mon rapport médiastino-thoracique sur un scanner. Ça n'est pas équivalent, pour la simple et bonne raison que quand on fait un scanner, on est allongé, classiquement. Et quand on est allongé, les rapports du médiastin se modifient et donc ça peut complètement modifier votre ratio médiastino-thoracique. Donc il faut s'astreindre à avoir une radiographie du thorax faite debout chez ces patients pour mesurer le ratio médiastino-thoracique. Donc voilà, 2 examens tout simples, la vitesse de sédimentation, la radiographie du thorax, c'est tout simple, mais des fois c'est compliqué à avoir. Mais néanmoins, ça garde sa place dans le lymphome de Hodgkin localisé. Voilà, petit rappel. Les principes généraux du traitement de ces formes localisées, eh bien, on ne va pas revenir dans tous les détails, mais la référence, c'est le traitement combiné, l'association d'une chimiothérapie, ABVD, et de la radiothérapie. Ces traitements combinés ont été maintenant, ce principe a été établi sur des essais maintenant anciens, mais qui en gros montré qu'associer chimiothérapie, alors ce n'était pas forcément de la BVD à l'époque, mais chimiothérapie et radiothérapie faisait mieux que radiothérapie seule. Donc, traitement combiné, c'est la base, ça reste le gold standard, mais vous allez voir que néanmoins, on cherche à améliorer dans les formes localisées de lymphome de Hodgkin. Donc, on distingue des formes favorables, des formes défavorables. Que peut-on dire sur ces 2 formes? Et commençons par les formes favorables, donc sans aucun facteur de mauvais pronostic. Le gold standard, le traitement de référence, peut être considéré comme étant 3 cures d'ABVD suivies d'une radiothérapie de 30 Gray. Et pareil, ça avait été confirmé, cette stratégie, par un ancien essai du GELA à l'époque, l'essai H8, qui là aussi avait montré que 3 cures de chimiothérapie suivies d'une radiothérapie étaient suffisants pour faire mieux qu'une radiothérapie seule. Néanmoins, une fois qu'on a ce schéma, ce gold standard, je vous ai parlé, c'est donc vraiment dans ces formes localisées qu'on arrive maintenant à avoir des taux de guérison de plus de 90-95%. Toute la question va être la toxicité à long terme chez ces patients. Et c'est donc vraiment dans ces groupes localisés favorables que les stratégies en fait sont vraiment de la désescalade thérapeutique. Alors jusqu'à quel point peut-on faire de la désescalade thérapeutique? Première question que s'était posé le groupe allemand avec l'essai HD10. Alors dans le lymphome de Hodgkin, il faut être très concentré sur le nom des essais. Ça, c'est tout l'enjeu est de se souvenir quel essai correspond à quelle situation. L'essai HD10 s'intéressait aux formes favorables et ils ont tenté une désescalade à la fois en termes de nombre de cures de chimiothérapie en partant de 4 ABVD et de radiothérapie en partant de 30 Gray pour aller jusqu'à 2 ABVD et 20 Gray. Eh bien, cet essai H10 a montré que oui,
on pouvait désescalader, réduire l'intensité du traitement sans perdre en efficacité, en contrôle de la maladie. Et pour le groupe allemand, le standard, dans ses formes favorables, est devenu 2 cures d'ABVD suivies d'une radiothérapie de 20 Gray. Donc une stratégie tout à fait possible dans ces formes favorables, avec donc déjà une réduction du nombre de cures d'ABVD et de la dose de radiothérapie. Je ne parlerai pas trop là non plus de la radiothérapie, mais un des gros progrès aussi ces dernières années et qui a permis de réduire la toxicité à long terme, c'est les progrès de la radiothérapie, avec des radiothérapeutes qui arrivent maintenant à avoir des champs de radiothérapie beaucoup plus restreints. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait fut une époque, que peut-être le professeur Feugier a dû connaître, le mantelet, le Y inversé. Donc on est vraiment maintenant dans des doses, des champs de radiothérapie, excuse-moi Pierre, extrêmement limités. On est dans de l'involved field, où on prend vraiment l'air, la zone ganglionnaire, pour évoluer même vers de l'involved nodes, où on prend vraiment que l'adénopathie qui est hypermétabolique. Donc ces progrès de la radiothérapie ont été aussi majeurs pour réduire justement les toxicités à long terme dans cette maladie. Ensuite, les Allemands, dans les CHD13, ont continué cette politique en se disant très bien, on peut réduire le nombre de cycles, on peut réduire la dose de radiothérapie, peut-on réduire le nombre de molécules de chimiothérapie qu'on utilise? Et donc, en partant, ils ont comparé 2 ABVD, puis ils ont enlevé chaque drogue. Ils ont enlevé la bléomycine, la dacarbazine, la vinblastine, ils l'ont gardée. Et pour finalement se rendre compte que quand même, il faut quand même garder quelques produits si on veut traiter les patients. Et ce qu'on peut voir de cet essai HD13, c'est que d'une part, s'il y a une drogue qu'il ne faut pas enlever, c'est la dacarbazine. C'est vraiment les deux courbes inférieures. S'il y en a une où on peut éventuellement, sans avoir les plus grandes pertes de chances de contrôler la maladie, s'il y a une drogue qu'on peut discuter ou enlever, c'est la bléomycine, dans ses formes localisées favorables. C'est la courbe verte. Mais néanmoins, on voit quand même qu'à chaque fois qu'on retire une drogue, on perd un petit peu sur le contrôle de la maladie. Donc il faut quand même en rester au protocole ABVD, qui doit rester le gold standard, avec cette petite marge de manœuvre sur la bléomycine, mais en gardant à l'esprit que peut-être on peut quand même perdre un petit peu en contrôle de la maladie. Ensuite, l'autre question, et qui est un enjeu vraiment important, c'est peut-on se passer de la radiothérapie, et en particulier de l'irradiation d'air médiastinal, et en particulier chez une femme jeune avec les problèmes de cancer du sein secondaire, ou même les toxicités cardiaques, irradier le cœur avec tous les problèmes de coronaropathie, de valvulopathie qui peuvent survenir à long terme. Je ne vous parle pas de la thyroïde, évidemment, qui, si elle est inclue dans le champ de radiothérapie, va se solder inexorablement par l'apparition d'une hypothyroïdie. Donc c'est une vraie question. Peut-on se passer de la radiothérapie? Et il y a maintenant quelques années avait été publié l'essai H10, donc cette fois-ci un essai du LISA, de l'ERTC. Alors, le H10, il y avait eu 2 groupes favorables et défavorables. C'était un essai basé sur l'utilisation d'une stratégie guidée par la TEP. Dans chacun de ces 2 essais, de ces 2 groupes de patients, vous aviez le bras standard, c'est-à-dire 3 ABVD et radiothérapie de 30 Gray pour les formes favorables, 4 ABVD et radiothérapie pour les formes défavorables. La question dans le bras expérimental, donc guidé par la TEP, était de se passer de la radiothérapie. Si on se passait, et l'idée était, si on se passe de la radiothérapie dans les formes qui ont une TEP négative après les 2 premiers cycles d'ABVD, était de se dire on va quand même faire un peu plus de chimiothérapie, mais on se passe des rayons. Donc du coup, dans le bras expérimental, les formes favorables qui étaient TEP négatives après 2 cycles d'ABVD avaient au total 4 cures d'ABVD, puis le traitement s'arrêtait, et les formes défavorables, au lieu d'avoir 4 ABVD, avaient 6 ABVD. Et dans cette stratégie guidée par la TEP, on y reviendra après, les patients qui avaient une TEP
positives, après 2 cures d'ABVD, eux étaient escaladés vers le schéma BICOP. Donc, qu'a montré, alors là, c'est les formes, en fait, je vous ai mis pour régler la question, les formes localisées favorables et défavorables, qu'a montré cet essai chez les patients qui avaient une TEP2 négative. C'était un essai là de non-infériorité, et cette non-infériorité n'a pas été démontrée pardon, dans cet essai H10. Donc, rigoureusement, on ne peut pas dire aujourd'hui, sur la base de cet essai, que se passer de la radiothérapie donne des résultats équivalents à un traitement par chimiothérapie exclusive. Ce qu'on peut voir, et vous le voyez sur la partie gauche de la diapositive, que peut-être les formes défavorables sont les moins impactées par le fait de ne pas faire de radiothérapie par rapport aux formes favorables. Mais attention, il y a plusieurs éléments qui doivent rentrer en compte dans l'interprétation de cet essai, et notamment les critères d'évaluation du PET scan, qui n'étaient pas l'échelle de Deauville, qui est devenue le standard aujourd'hui. C'était encore les critères de Joued qui étaient utilisés à ce moment-là. Et peut-être que l'interprétation du PET scan était sans doute moins rigoureuse que ce qu'elle peut être aujourd'hui avec l'échelle de Deauville dans le lymphome de Hodgkin. Néanmoins, la non-infériorité n'est pas démontrée. Attention, ne pas démontrer une non-infériorité ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais c'est juste qu'avec les hypothèses statistiques, les effectifs qui ont été inclus dans un essai, on ne peut pas la démontrer. D'autres se sont posé la même question, les Allemands, les Anglais, avec 2 autres essais, l'HD16 et l'essai rapide. Et dans l'essai HD16, eh bien, donc, sur la partie gauche de la diapo, les Allemands étaient partis donc, de leur référence, 2 ABVD plus 20 Gray, et ils ont enlevé la radiothérapie sans rien faire de plus. Donc on en était à 2 cures d'ABVD pour traiter ces patients. Là, pareil, cet essai n'a pas permis de démontrer la non-infériorité d'un bras sans radiothérapie. Et dans l'essai rapide, la stratégie était un peu différente. Les patients étaient évalués après 3 ABVD, et ceux qui étaient en rémission complète, pour ces patients, le traitement s'arrêtait là. Et à nouveau, la non-infériorité n'a pas pu être démontrée dans ces formes favorables. Donc aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'un traitement sans radiothérapie dans les formes favorables est équivalent à un traitement avec radiothérapie. Néanmoins, il faut quand même tenir compte des possibilités de se restreindre, à mon sens, sur la radiothérapie, notamment quand on est face à une femme jeune et qu'on sait que les seins, le cœur vont être inclus dans un champ de radiothérapie. Certes, peut-être qu'en faisant ça, on accepte d'avoir peut-être un moins bon contrôle de la maladie, mais néanmoins, il faut quand même tenir compte des problèmes de toxicité à long terme, et ça doit tout de même être un paramètre qui, à mon sens, doit intervenir dans les discussions en RCP. Les formes défavorables. Alors, les formes défavorables, donc le standard, 4 cures d'ABVD et une radiothérapie de 30 Gray. Donc, c'était là aussi basé sur l'essai H8, qui avait montré que 4 cures de chimiothérapie plus de la radiothérapie donnaient des résultats à peu près équivalents à un traitement basé sur 6 cycles de chimiothérapie. Donc, on pouvait se limiter à 4 cures dans ces formes défavorables. Là, la question, le pronostic de ces patients reste quand même inférieur par rapport aux formes favorables. Et là, la question est plus d'améliorer dans ces formes défavorables le contrôle de la maladie. Donc de faire mieux que 4 ABVD plus radiothérapie. Et le groupe allemand, encore lui, dans l'essai HD14, a essayé de placer leur protocole plus intensif, qu'on utilise nous aussi très largement, le protocole BICOP escaladé, en comparant donc 4 ABVD versus un schéma 2+2, 2 BICOP escaladé plus 2 ABVD, plus de la radiothérapie. Et ils ont clairement pu montrer un bénéfice en termes là, de survie sans progression significative, donc clairement un meilleur contrôle de la maladie en utilisant une stratégie plus intensive au début avec 2 cures de BICOP escaladé suivies de 2 cures d'ABVD.
avec les contraintes que peuvent avoir de faire 2 cures de BICOP escaladées, en termes notamment de toxicité hématologique ou de toxicité infectieuse. Mais néanmoins, on améliore quand même, a priori, le contrôle de la maladie. Donc ce schéma de BICOP escaladé plus 2 ABVD plus radiothérapie était devenu le standard du groupe allemand pour les formes défavorables. Et puis ensuite, ils se sont aussi posé la question, si on est plus intensif en termes de chimiothérapie, a-t-on vraiment besoin encore de la radiothérapie? Et ça, c'était la question posée par l'essai HD17. Donc, guidé par la TEP, alors attention, pas la TEP à 2 cures, mais la TEP en fin de traitement, après les 4 cycles de chimiothérapie. Et attention aussi, quand vous comparez les essais, faites bien attention aux critères d'évaluation de la TEP. Le groupe allemand est en train un petit peu de changer, mais sur la base de ces essais, une TEP négative était une TEP avec un score de Deauville à 1 ou 2. Nous, en France, on a plus tendance à considérer, et le groupe allemand s'y met aussi, que les scores de Deauville 3 doivent être considérés comme des TEP négatives. Donc dans cet essai, les patients qui avaient dans le bras expérimental, guidés par la TEP, une TEP négative après 2 BICOP plus 2 ABVD, le traitement s'arrêtait là, ils n'avaient pas de radiothérapie par rapport au bras standard qui était donc 2 BICOP, 2 ABVD et 30 grés de radiothérapie. Et là, pour le coup, avec une stratégie de chimiothérapie plus intensive initialement, eh bien, cet essai a permis de montrer que pour les patients qui obtiennent une rémission complète, on peut éventuellement se passer de la radiothérapie sans que ça n'ait de conséquences sur le contrôle de la maladie. Donc un schéma qu'on peut aussi prendre en compte dans nos discussions en RCP pour ces formes localisées défavorables. Un schéma 2 cures de BICOP escaladées plus 2 ABVD, qui peut être une stratégie tout à fait valide et pour le coup qui peut permettre dans ces formes défavorables de se passer de la radiothérapie si les patients obtiennent une rémission complète évidemment à l'issue des 4 cures de chimiothérapie. Ensuite, les TEP2 positives. Alors les TEP2 positives, là on ne parle plus de formes favorables, de formes défavorables, puisque la positivité de la TEP à 2 cures de chimiothérapie gomme tous les autres facteurs pronostiques. C'est vraiment un facteur pronostique défavorable majeur que de garder une TEP positive après 2 cures de chimiothérapie. Et là aussi, vrai enjeu thérapeutique chez ces patients. Et la question, donc, comme on l'a vu avant dans les CHD, c'était ces patients qui restent avec une TEP positive après 2 cures d'ABVD, gagne-t-on à faire là aussi une escalade thérapeutique en utilisant le protocole BICOP suivi d'une radiothérapie? La radiothérapie faisait partie du protocole H10. Et là, très clairement, et ça a été, je pense, pour beaucoup, un réel changement de pratique quand les résultats sont sortis. Oui, on améliore le contrôle de la maladie chez ces patients qui gardent une TEP positive après 2 cures d'ABVD en faisant une escalade par du BICOP escaladé. Vous voyez que la survie sans progression à 5 ans était de plus de 90%, donc on atteignait vraiment les seuils de survie sans progression qu'on pouvait avoir dans les formes favorables, versus moins de 80% quand on restait avec un traitement par ABVD. Donc, escalade thérapeutique, oui, chez les patients qui gardent une TEP positive. Question ensuite, toujours dans ces formes favorables, donc on a vu l'ABVD, le BICOP, on utilise tous maintenant largement le brentuximab vedotin, et donc une des questions qu'on s'était posées au niveau du LISA et de l'ORTC était: peut-on encore améliorer le contrôle de la maladie dans les formes défavorables? Je vous ai bien dit, dans ces formes défavorables, on veut améliorer le contrôle de la maladie. Eh bien, gagnerait-on quelque chose à intégrer précocement, dès la première ligne, le brentuximab vedotin? Et donc, on a pu publier récemment ces résultats de ce schéma BV-AVD versus ABVD, dans un schéma de traitement qui était 4 cycles d'ABVD ou de BV-AVD suivi d'une radiothérapie. Dans cet essai Bridge, quand on l'a écrit, les données du H10 n'étaient pas encore connues et donc la TEP à 2 cures n'était pas décisionnelle pour escalader vers une forme BICOP. C'était une phase 2 randomisée, 170 patients. L'objectif principal qu'on s'était fixé était d'améliorer le taux de TEP négative après 2 cycles, puisqu'on sait que c'est un facteur pronostique important. Alors en termes
La réponse est que oui, sur le papier, on a pu remplir l'hypothèse statistique initiale en améliorant le taux de TEP2 négative en faisant BV-AVD. Néanmoins, je ne vous ai pas mis tous les détails, mais il faut quand même tenir compte d'une toxicité plus importante, et notamment hématologique. Quand on fait BV-AVD, c'est du GCSF systématique pour ces patients. Donc, toxicité quand même plus importante. Et probablement qu'au final, tous les patients avec une forme défavorable ne bénéficient pas de ce schéma BV-AVD, mais tout le travail maintenant va être d'essayer de déterminer quels patients peuvent en bénéficier. Et je vous ai mis ici, alors je suis désolé, ça sort mal sur l'écran, mais néanmoins c'est l'importance qu'on a retrouvée dans cet essai du volume métabolique tumoral, avec en haut la courbe pour les patients qui avaient un TMTV faible, en prenant le cutoff de 147 cm3, où ces patients avaient, quel que soit le bras de traitement, un très bon pronostic. Et la courbe en verte, les patients qui avaient un TMTV élevé, c'est vraiment la quasi-totalité des rechutes qu'on a eues dans l'essai se situaient dans ce groupe de patients qui avaient un TMTV élevé, et probablement, mais ça reste à confirmer, que des stratégies de type BV-AVD pourraient avoir un intérêt dans ces formes-là, mais ça fait aussi écho à ce que je vous ai dit, c'est la place de ces nouveaux facteurs pronostiques, et notamment le volume métabolique tumoral. Rapidement, les formes disséminées, ça va aller plus vite. Je pense qu'on utilise tous dans nos centres la stratégie AHL 2011. Donc, on attaque avec du BICOP escaladé, donc dans ces stades 3-4, et les patients qui ont une TEP négative après 2 cures de BICOP escaladé sont désescaladés vers de la BVD, en sachant que si la TEP reste positive, on reste sur le schéma BICOP. Et dans tous les cas, vous le savez, une forme disséminée doit être en rémission complète après 4 cycles. Si ce n'est pas le cas, il faut orienter précocement ces patients vers des stratégies de rattrapage. Les données avaient déjà été publiées il y a quelques années, elles ont été actualisées il n'y a pas très longtemps dans le JCO par Olivier Casasnovas, et qui confirme avec un suivi médian de plus de 5 ans la non-infériorité du bras expérimental, donc des escalades thérapeutiques, par rapport au bras standard qui était de faire 6 cures de BICOP escaladé chez ces patients. Et on retrouve l'importance de la TEP à 2 cures comme un facteur pronostic. Et notamment, vous voyez que les patients qui ont une TEP positive après 2 cycles, mais qui sont en rémission après 4 cycles, c'est la courbe bleue, ont quand même un pronostic moins bon. Et donc, un des gros enjeux va être comment améliorer le pronostic précocement de ces patients qui ont une TEP positive après 2 cures. Et bien évidemment, les patients qui n'obtiennent pas une rémission complète après 4 cycles, c'est la courbe en verte, garde un pronostic extrêmement défavorable. Comment améliorer les choses? Alors, les Allemands, dans l'essai HD 18, étaient partis de leur bras standard, dans les formes disséminées. Alors, initialement 8, puis ensuite, ils sont passés à 6 cures de BICOP escaladé. Ils se sont posé 2 questions dans les formes qui ont une TEP positive, attention, score de Deauville 1-2, une TEP positive après 2 cures de BICOP escaladé. Est-ce qu'il y a un bénéfice à rajouter du rituximab? On règle très vite la question. La réponse est non, aucun bénéfice. Et par contre, dans les formes qui ont une TEP négative, ils ont aussi évalué une stratégie de désescalade thérapeutique un petit peu différente, en se disant, peut-on se limiter à 4 cures de BICOP? La réponse est oui. Et donc, c'est aussi éventuellement une stratégie qui peut être envisagée dans ces formes disséminées, de se limiter à 4 cures de BICOP escaladé, soit dit en passant. Un des avantages, c'est que ça fait une durée de traitement qui est quand même beaucoup plus faible, parce que quand on doit attaquer les 4 ABVD après les 2 cures de BICOP, ça fait encore 4 mois de traitement. Voilà, c'est quand même plus rapide si on fait 2 cures de BICOP escaladé, avec là aussi les problèmes de toxicité. Mais néanmoins, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que limiter les 4 cycles de BICOP, se limiter à 4 cycles de BICOP escaladé réduisait quand même les problèmes de toxicité, et notamment une des grandes préoccupations qu'il y avait avec le BICOP escaladé quand on faisait 6 ou 8 cures. On ne fait plus 8 cures de BICOP escaladé, mais c'était évidemment les leucémies aiguës secondaires ou les syndromes myélodysplasiques. Mais se limiter à 4 cures permet quand même de réduire la toxicité.
Les Anglais, dans l'essai Rattle, étaient partis d'une autre stratégie qui était de se dire on commence avec de l'ABVD et ensuite, est-ce qu'on peut gagner quelque chose à escalader avec du BICOP dans les formes qui ont une TEP positive. Et chez les patients qui ont une TEP positive, ils avaient posé la question éventuellement d'enlever la bléomycine. On avait vu que potentiellement, c'était une drogue qu'on pouvait enlever. Alors, attaquer le traitement par de l'ABVD et se dire je vais escalader si la TEP est positive, vous voyez que les résultats, les courbes de survie sont quand même nettement inférieures à ce qu'on voit par exemple dans notre stratégie AHL 2011. Donc vraiment, ce qui est vraiment important, c'est le début du traitement dans ces formes disséminées de lymphome de Hodgkin et partir sur une escalade dans les formes qui ont une TEP positive, c'est pas pareil que partir sur une désescalade dans les formes qui ont une TEP négative. Tenir compte aussi que la valeur prédictive négative du PET scan est meilleure que sa valeur prédictive positive. C'est aussi un élément important. La question de la bléomycine, oui, si les patients sont en rémission complète après 2 cures d'ABVD, on peut là se permettre d'enlever la bléomycine et de se limiter au schéma AVD. L'essai échelon 1, lui aussi, comme avant, on a vu avec Bridge se poser la question d'incorporer précocement le brintuximab. On peut aller assez vite parce que finalement, c'est un schéma qu'on ne va pas trop utiliser en France. Initialement, le schéma BVAVD 6 cycles versus ABVD dans les formes disséminées avait montré un bénéfice en survie sans progression et récemment, à l'EHA, un bénéfice même en survie globale. Alors, quel est le problème? Quelles sont les difficultés avec cet essai? Il y en a principalement 2. Premièrement, c'était comparé à 6 cures d'ABVD et ce n'est pas notre standard en France dans ces formes disséminées. Et puis ce qui complique un petit peu l'interprétation de ces résultats, c'est un critère de jugement principal qui était une survie sans progression modifiée, très complexe à comprendre et que je ne suis même pas encore sûr d'avoir vraiment comprise aujourd'hui. Donc voilà, stratégie BVAVD dans les formes disséminées qui n'est probablement, la place du brintuximab en première ligne reste encore clairement à définir. Quelques minutes, parce que je suis déjà un peu en retard, je me dépêche. Pour améliorer les traitements de première ligne, on va voir que c'est vraiment la place des inhibiteurs de PD-1. Je vous ai montré ici l'intérêt d'utiliser dès la première ligne le pembrolizumab de façon séquentielle avec l'AVD et des résultats extrêmement encourageants. On voit que déjà avec l'utilisation du Pembro en monothérapie, plus de 1/3 des patients obtiennent une rémission complète. Et dans cet essai, Pembro puis AVD, c'est pas compliqué, 100% des patients étaient en réponse métabolique complète après 2 cycles d'AVD. Donc des réelles possibilités. La place des inhibiteurs en PD-1, il y a un essai qu'il faudra suivre, qui va être intéressant, c'est l'essai SFOG, le S1826, une phase 3 randomisée, qui est en cours de recrutement, et qui va en fait comparer dans les formes disséminées en frontline, en première ligne, les schémas BV-AVD versus nivolumab plus AVD. Donc un essai qui permettra, sans doute, d'apporter là aussi des résultats intéressants. Les traitements de rattrapage, on utilise tous BV plus chimiothérapie maintenant en traitement de rattrapage. L'autogreffe, gardez à l'esprit que ça reste vraiment la pierre angulaire du traitement de rattrapage pour les patients qui sont éligibles, avec ensuite la maintenance. Est-ce qu'on peut faire mieux? Là aussi, c'est la place des inhibiteurs de PD-1 qui avance de plus en plus. Cette diapo est sans doute un peu compliquée, mais en gros, dans cet essai, les patients avaient 6 cycles de nivolumab et s'ils étaient en rémission complète, pouvaient aller directement à l'autogreffe. S'ils n'étaient pas en rémission complète, on associait le nivolumab avec un schéma ICE, niveau ICE, et ensuite on pouvait amener les patients en rémission complète. Là aussi, l'utilisation précoce du nivolumab permet sans doute d'avoir de très bons résultats, d'améliorer les choses, puisque vous voyez que 93% des patients avec cette stratégie, donc des patients en rechute, avaient obtenu une réponse et 91% de réponse complète, et plus de 60% des patients avaient pu être autogreffés avec le nivolumab uniquement utilisé en traitement de rattrapage. Et un autre schéma important, c'est le schéma pembrolizumab plus GVD, qui a été publié là récemment dans le JCO l'année dernière, schéma aussi sans doute très intéressant, Pembro plus GVD, une phase 2, chez des patients en rechute réfractaire après une ligne, et là aussi des taux de réponse, vous voyez, plus de 100% de réponse complète, plus de
70 à 90% de réponses complètes, 100% de réponses globales et des taux de réponse complète très élevés. Donc sans doute un schéma aussi très intéressant d'intégrer précocement les inhibiteurs de PD-1 dans les stratégies thérapeutiques. Et je termine avec potentiellement des nouvelles drogues et cet anticorps monoclonal anti-CD25 dont les résultats ont été présentés à l'EHA, qui est un conjugué à une toxine, la pyrrolobenzodiazépine. Essayé chez des patients très lourdement prétraités, il devait avoir eu du Britux et des anti-PD-1, donc des patients vraiment en rechute, et des résultats prometteurs en termes d'efficacité, plus de 70% de réponse globale, un tiers des patients en réponse complète, mais un profil de toxicité quand même peut-être assez complexe à gérer, avec des toxicités cutanées, des effets auto-immuns et des toxicités neurologiques, dont des syndromes de Guillain-Barré, qui n'ont pas été forcément très bien comprises. Donc voilà, petite overview du lymphome de Hodgkin. Tout ça sera largement redétaillé, donc j'espère au mois de mai. Retenez que dans les formes localisées favorables, vraiment, il faut partir sur de la désescalade thérapeutique. Les formes défavorables, on cherche encore à améliorer le contrôle de la maladie. Les formes localisées TEP2 positives doivent bénéficier d'une escalade par du BICOP. Pour les formes disséminées, désescalader avec une TEP2 négative et gros enjeu pour les patients qui gardent une TEP positive. Aujourd'hui, on n'a pas forcément encore la meilleure stratégie chez ces patients. Et puis les perspectives, c'est sans doute l'utilisation plus précoce des inhibiteurs de PD-1 dans toutes ces stratégies thérapeutiques. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on fera passer un micro. Okay. J'ai une première question en attendant. Est-ce que les CAR-T-cells ont été développés dans le lymphome de Hodgkin, où on en est Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement par CAR-T-cell qui a réellement fait preuve d'une efficacité dans le lymphome de Hodgkin. Ça reste la cible reste compliquée à identifier, okay. Malheureusement. Marine, vas-y. Est-ce que vous offrez une place pour les protocoles type pédiatrique comme OEPA chez les femmes jeunes, par exemple, moins de 25 ans, ou la place de remplacer la procarbazine par la dacarbazine? Alors, remplacer la procarbazine par la dacarbazine, alors on peut déjà le faire dans le protocole BICOP, j'en ai pas parlé, mais les Allemands évaluent un schéma BRCAD. Bon, ils mettent le brintuximab dans le BICOP, mais surtout, ils ont aussi remplacé le natulant par de la dacarbazine. Nous, personnellement, on est passé au remplacement du natulant par la dacarbazine, qui effectivement est moins toxique sur les gonades chez les femmes. Utiliser les schémas pédiatriques, je pense d'une façon générale, chez les AJA, c'est quelque chose qui doit se discuter avec les pédiatres. Il nous arrive d'avoir des patients de 17-18 ans qui sont adressés chez nous dans le service adulte, mais pour autant qu'on va orienter chez les pédiatres. Oui, je crois que ça doit être une discussion à avoir avec nos collègues pédiatres qui ont des stratégies un petit peu différentes. Je ne peux pas dire aujourd'hui que jusqu'à 25 ans, il faut les traiter selon un schéma pédiatrique, mais qu'en tout cas, chez les AJA, ça doit être une discussion qu'il faut avoir avec nos collègues pédiatres. Moi, j'avais deux questions. Déjà, merci pour le topo et aussi les rappels sur les critères de base. Je ne me souviens pas avoir eu ce cours-là au cours de mon internat. Et donc la première question, c'était sur les patients âgés. Je sais qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, on en reparlera sûrement au prochain cours de DES. Mais chez des patients qui ont des fonctions pulmonaires altérées, est-ce qu'on se passe de la bléomycine, comme on a pu le voir sur la perte qui était quand même assez faible de survie? Oui, à titre personnel, oui, parce que là, pour le coup, c'est de la vie. Oui, il faut. Alors, il y a deux choses. On peut déjà limiter, je pense, volontiers au-delà de 60 ans, se poser la question de caper la dose de bléomycine à 10 mg dose totale et pas 10 mg mètre carré. Okay.
Ok. Première chose. Et ensuite, chez un patient qui aurait déjà des fonctions respiratoires un petit peu altérées, je pense que oui, il faut être très vigilant vis-à-vis de la bléomycine, ou en tout cas alors l'utiliser à une dose capée au début, et dès qu'on a une rémission complète, on sait que là, on peut probablement s'en passer. Merci. Et la deuxième question, c'était sur les antipédins dans les formes localisées. Est-ce que ça a été testé? Est-ce qu'on va refaire un essai de non-infériorité versus radiothérapie pour peut-être enfin arrêter la radiothérapie dans ce contexte? Il y a plein de stratégies. Je pense que oui. Alors, la place des inhibiteurs de PD-1 dans les formes localisées, oui, il y a des données qui montrent aussi une amélioration du contrôle de la maladie. Pour autant, aujourd'hui, rien ne démontre, on n'a pas encore. Il faut quand même un essai qui démontre rigoureusement une non-infériorité. Et un essai de non-infériorité, c'est une phase 3 dans laquelle il faut mettre des centaines et des centaines de patients. C'est beaucoup plus consommateur en termes de recrutement, un essai de non-infériorité. Aujourd'hui, ces données n'existent pas, mais je pense qu'un des gros challenges, c'est effectivement la place de la radiothérapie dans ces formes localisées. Globalement, quand même, plus de 80%, on peut le voir, plus de 80% des patients avec une forme localisée de lymphome de Hodgkin, si on irradie tout le monde, 8 malades sur 10 sont déjà guéris avant même la radiothérapie. Donc oui, il y a une proportion de patients qui va bénéficier des rayons, mais il faut sans doute arriver à mieux les identifier. Et peut-être que l'ADN circulant, le TMTV, pourra aussi nous guider là-dessus. Est-ce que tu peux juste reparler dans le micro pour que le Y a-t-il une incidence du sous-type histologique? Non. Alors, pas directement. L'incidence, elle est un peu indirecte, on va dire, puisque chez le sujet jeune, c'est plus des formes sclérosantes nodulaires, donc toutes les stratégies qu'on vient de voir. Le sujet âgé, c'est plus volontiers des formes à cellularité mixte liées à l'EBV, et donc toute la problématique des formes du sujet âgé. Mais enfin, si on a une forme à cellularité mixte chez un sujet jeune, on va utiliser les mêmes stratégies que si on a une forme sclérosante nodulaire. Merci. Merci. Merci à vous.